Vous savez que ce matin, j'avais pour idée d'aller travailler comme tous les jours, comme l'adulte responsable que je suis censée être. Mais apparemment, ce matin, mon utérus a décidé que l'extérieur ne verrait pas ma tête. Donc, je travaille de chez moi. Et voici ma tête fatiguée, mes cernes violacées et une espèce de vieille douleur qui va sûrement me faire grimacer de temps à autre au cours de cette vidéo. Veuillez m'en excuser par avance. Commençons. Salut! Il y a environ un mois, je participais à une émission radio organisée par le collectif Debout, qui portait notamment sur les luttes décoloniales et l'antiracisme. Et pendant cette émission, je me suis présentée comme étant afroféministe. Aujourd'hui, ça paraît évident. Je suis une femme, je suis noire, je douille donc au quotidien de deux manières différentes, et j'ai deux causes pour lesquelles me battre et prendre la parole. Mais ça n'a pas été une évidence, et je ne suis pas née avec la conscience éveillée et le poing en l'air. C'est un processus qui a pris du temps, qui est toujours en cours, et c'est un processus que je vais vous raconter. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été rendue consciente de ma couleur de peau avant mon genre, et vous verrez que cette phrase va être assez importante pour la suite. Dès mon entrée en maternelle, j'ai eu le droit à des enfants qui me tiraient les cheveux, qui me frottaient les bras pour voir si ma couleur allait partir, qui me traitaient de sale noirte, ce qui me surprend encore, vu que ça venait quand même d'enfants qui ne connaissaient même pas entièrement leur alphabet, mais passons. Et ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que contrairement aux autres formes d'injustice et aux autres altercations qui pouvaient arriver dans la cour de récré, les formes d'autorité en place, c'est-à-dire les profs, les surveillants, etc., n'étaient pas de mon côté. Et des fois même, c'était des adultes qui perpétraient ces micro-agressions à mon encontre, comme le fait, encore une fois, de me toucher les cheveux, de m'accuser d'avoir triché à une interro parce que les gens comme moi ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Ou encore, cette prof de danse classique au conservatoire de ma ville qui m'a refusé l'accès à son cours parce que son cours n'était ouvert qu'à un certain type de public. Le fait que je sois noire a continué à prévaloir sur le fait que j'étais une fille, de façon à la fois positive et négative. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai jamais eu à subir les premières formes d'agression sexuelle qu'on peut voir dans les cours de récré, par exemple. Les garçons qui veulent regarder sous ta jupe ou qui essayent de te voler des baisers. Mais en même temps, c'est parce que j'étais vue comme quelqu'un ou même quelque chose de sale, ou, comme je l'ai souvent entendu, un singe. Et au fond, je sais pas ce qui est le pire. Donc, dès l'âge de 3 ans, j'ai compris que j'étais noire et que c'était un plan un peu pourri. Ensuite, je suis entrée dans l'adolescence et même si les micro-agressions liées à ma couleur de peau et à mon genre étaient tout aussi fréquentes et aberrantes, c'est mon attitude par rapport à la situation qui a changé. Parce que malheureusement, j'avais compris que les choses n'allaient pas changer et qu'elles allaient peut-être même empirer avec le facteur puberté. Et à force d'absorber le contexte social environnant et histoire d'essayer de m'intégrer, oui, parce que je pensais qu'en ignorant mes sentiments et en piétinant mes convictions, j'arriverais à me faire accepter, j'ai décidé d'adopter ces réflexes complètement absurdes et toxiques que sont le racisme et le sexisme intériorisés. Et je suis devenue problématique. En intériorisant le sexisme autour de moi, je suis donc devenue cette fille qui n'aime pas les filles et qui pensait que le seul moyen de se faire accepter était de descendre et cracher sur les filles autour de moi, qui se vantait de pratiquer et d'aimer des activités considérées comme masculines et qui répétait des phrases à tout bout de champ du genre « Ouais, mais moi, je suis pas comme les autres filles, je suis un mec à l'intérieur. » Je m'assume tellement pas là. Ou encore qui se permettait
d'établir un lien entre la tenue vestimentaire et la quantité de maquillage d'une fille et sa vertu. En gros, j'ai slut-shamé à mort, quoi. En intériorisant le racisme autour de moi, je suis devenue cette fille qui entendait ses amis non racisés sortir des phrases du genre « Non mais, quand on dit les noirs, on parle pas de toi. Toi t'es pas comme eux, t'es comme nous. » Et qui se sentait flattée. Qui reniait sa culture et ses origines parce qu'elle rendait son intégration plus difficile tout en regardant les autres en profiter. Et qui, comme pour le sexisme, pensait que la seule manière de s'en sortir, c'était de descendre ouvertement les autres hommes et femmes noirs. À ce stade de la vidéo, vous aurez compris que j'étais pas mal entraînée dans cet engrenage toxique qui en gros consistait à me détester et à m'enfoncer au profit des autres. Le processus inverse a commencé un peu comme les autres, je suppose, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'attende que certaines choses m'arrivent personnellement pour que je comprenne et qu'enfin je me réveille. Il a donc fallu attendre mes 18-19 ans pour qu'à mon tour je subisse du slut-shaming, du harcèlement de rue, du mansplaining et du whitesplaining, et que je sois vraiment exposée à la culture du viol dans toute sa splendeur, pour qu'enfin je me révolte et que je me dise que quelque chose n'allait pas. Et encore une fois, comme je pense, l'écrasante majorité de gens faisant partie d'une minorité et ou subissant ce genre de comportement, j'ai d'abord essayé de rejeter la faute sur moi, de me remettre en question, avant de me souvenir d'un fait qui semble assez logique, mais qui est bien trop souvent oublié. L'agression est le fait de l'agresseur, pas la faute de l'agressé. J'ai donc commencé à en parler autour de moi et à me rendre compte peu à peu que beaucoup de gens avaient le même ressenti, les mêmes expériences que moi. Et d'un côté, j'étais soulagée parce que j'étais plus seule, mais de l'autre, j'étais révoltée parce que je constatais que malgré le fait qu'on soit aussi nombreux et nombreuses à s'indigner, rien ne semblait bouger. Alors je me suis dit que même si ma voix ne valait pas grand-chose et surtout pas plus que celle des autres, elle méritait d'être quand même entendue, et c'est comme ça que je me suis jointe au tas d'autres qui avaient déjà commencé à prendre la parole et que, en gros, je suis devenue féministe. Mais quelque chose manquait. Parce qu'à mesure que je lisais, que je regardais, que j'écoutais et que je m'ouvrais au féminisme, je me rendais compte de quelque chose de crucial. Toutes les personnes que je suivais et tout le contenu avec lequel je me cultivais n'abordaient que les problèmes liés au fait que je sois une femme, pas une femme noire. Et les rares fois où j'avais pu entendre parler d'intersectionnalité, c'était de la part de femmes blanches. Et j'étais à peu près sûre que toutes les femmes noires du monde n'avaient pas disparu de la surface de la Terre, que certaines d'entre nous sont féministes et ont les moyens de prendre la parole. Donc j'ai commencé à me poser la question suivante. Mais on est où dans tout ça? Donc peu à peu, cette révélation, cette révolution qui se passait dans ma tête ne me suffisait plus. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand j'avais dit que j'avais été rendue consciente de ma couleur de peau avant mon genre? Eh ben, c'était toujours le cas. Et j'avais besoin d'un mouvement qui allait me comprendre et qui allait s'occuper de ces deux aspects de ma personne. J'ai donc creusé plus et redécouvert des activistes comme Angela Davis, par exemple, qui, déjà à l'époque, posaient les bases de l'afroféminisme et qui reconnaissaient le fait que, dans le combat pour l'égalité, les femmes noires partent de beaucoup plus loin que les femmes blanches. Par exemple, dans les années 60-70, pendant que les femmes blanches se battaient pour avoir le droit à l'avortement, par exemple, les femmes noires se battaient pour le droit d'être reconnues comme des êtres humains à part entière. Voilà en gros pourquoi je m'identifie aujourd'hui comme afroféministe, et même si j'aime dire et penser que je suis déconstruite, je pense avoir encore beaucoup de chemin à faire. Parce que même si j'ai réussi à tacler le sexisme et le racisme en moi et autour de moi, il y a encore énormément de choses contre lesquelles s'insurger dans notre société actuellement. Et je ne peux pas juste les ignorer parce qu'elles ne me concernent pas, parce que au fond, ça reviendrait à avoir le même comportement que je reproche notamment aux white féministes.
qui se disent pour la libération de toutes les femmes, mais qui se foutent complètement des problèmes qu'ont les femmes différentes d'elles. C'est vrai que je suis une femme noire, mais je suis aussi cisgenre, hétérosexuelle, valide, athée, donc je ne subirai jamais de discrimination liée à mes convictions et à ma religion, et encore beaucoup de choses que j'oublie sûrement et qui font que je suis privilégiée. Et sachant tout ça, c'est mon travail maintenant de continuer mon processus de déconstruction et d'être une alliée pour toutes les personnes qui subissent toutes les agressions qu'on peut subir au quotidien concernant son orientation sexuelle, son genre, ses convictions et bien d'autres que j'oublie sûrement. Et même si je ne sais pas forcément où commencer, c'est à moi encore une fois de me renseigner. Je ne peux pas compter sur ces personnes pour faire mon éducation. Et voilà où j'en suis actuellement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous vous considérez plutôt comme déconstruit, féministe, afroféministe? Si vous voulez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter notamment. En ce moment, vu ma tête, tout ce qui est photo, j'évite. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!